De voir, voilà, je ne sais pas combien de fois, vous êtes presque un habitué du cercle. Avec plaisir. Yvan Blot qui va nous parler de trois philosophes, Soloviev, Berdaïev, Iline. Et en quelque sorte, ça va être, oui, une réplique au livre de Lchaninov, ce qu'il y a dans la tête de Poutine. Pourquoi ai-je choisi ces trois auteurs? Parce que, d'une part, Poutine, et c'est un geste pas uniquement symbolique, c'est un geste hautement, éminemment politique, a distribué les livres de ces philosophes aux gouverneurs de province, et certainement l'expérience communiste, puis l'expérience libérale, a permis aux Russes de revenir à leurs vraies racines. Sachez que l'année prochaine, vous aurez en possibilité de lire du Iline aux éditions des Cirques. Quant à Berdaïev, il est traduit. Soloviev aussi, c'est un monde à lui tout seul, avec de l'excellent et des fois des passages peut-être un peu critiquables. Le côté un peu gnostique, ou disons une certaine tendance gnostique. Par contre, dans le combat religieux et politique, Soloviev est très important et il faut le comparer et plutôt lire la correspondance qu'il a entretenue avec Monseigneur Strossmayer. Le tsar, le chef d'État chrétien de l'Europe, et le Pontifex Maximus, le chef religieux. On est encore très loin. Berdaïev, c'est plutôt un personnaliste chrétien, et Iline, un contre-révolutionnaire, un peu par certains côtés de la trempe, je ne sais pas si vous serez d'accord, de Joseph de Maistre, par certains côtés. Mais j'en ai dit assez, je ne vais pas faire la conférence à votre place. Je vous en prie, merci Thierry de votre invitation, ça me fait toujours très plaisir de venir ici. Et donc il m'a été demandé de vous parler de trois philosophes dont on dit qu'ils sont très appréciés par le président Poutine: Nicolas Berdiaev, Vladimir Soloviev et Ivan Iline. En effet, dans le livre de Michel Etchalninov, dans la tête de Vladimir Poutine, on peut lire ceci. Début janvier 2014, les hauts fonctionnaires, les gouverneurs des régions, les cadres du parti Russie Unie reçoivent un singulier cadeau de Nouvel An de la part de l'administration présidentielle. Des ouvrages de philosophie. Nos missions d'Ivan Iline, la philosophie de l'inégalité de Nicolas Berdiaev et la justification du bien de Vladimir Soloviev. Œuvre de penseurs russes du 19e et du 20e siècle. Bon, c'est vrai que c'est rare, je crois que c'est jamais arrivé en France, qu'un président de la République envoie à tous les préfets des livres de philosophie. Bon. Et alors, est-ce que ça veut dire le retour à une idéologie officielle de l'État russe? Vladimir Poutine dit non. Il précise: je suis tout à fait opposé à la restauration en Russie d'une idéologie d'État officielle, sous quelque forme que ce soit. Dans la Russie démocratique, il ne doit y avoir aucun consensus civil forcé. En cela, d'ailleurs, il est bien disciple de Berdiaev, qui met l'accent sur la liberté parce qu'elle est créatrice et parce qu'elle est voulue par Dieu. Alors, ça ne veut pas dire que le président Poutine n'est pas engagé, évidemment, sur le terrain des idées et des valeurs, tout au contraire, et qu'il ne cherche pas, effectivement, que son projet politique n'est pas sous-tendu par un certain nombre d'idées que vous allez retrouver dans ce que je vais vous dire maintenant. Quand j'ai appris donc que Poutine avait distribué ces trois livres aux préfets et aux fonctionnaires, j'ai commencé, je me suis dit, il faut que je les lise. Bon, alors j'ai commencé par la philosophie de l'inégalité de Nicolas Berdiaev, 1874-1948. C'est une critique de l'égalitarisme révolutionnaire, une critique de toute forme de révolution d'ailleurs, française ou russe. Et c'est aussi la critique de toute forme de socialisme. Donc en soi, c'est déjà évidemment intéressant. J'ai été frappé par la qualité de la pensée et puis du style aussi de Berdiaev, qui m'a rappelé finalement Friedrich Nietzsche, par la qualité
bien sûr, de la réflexion. Ce que j'ai lu de mieux, peut-être, dans la critique de l'égalitarisme, et notamment de la Révolution française, d'ailleurs, je l'ai lu sans doute chez Nietzsche, Burke, bien sûr, mais aussi chez Berdyaev. Berdyaev se dit lui-même un existentialiste et disciple de Dostoïevski et de Nietzsche. Donc c'est en soi assez original, et c'est en même temps un philosophe religieux, profondément orthodoxe. Je dirais tout de suite, d'ailleurs, j'aurais peut-être dû commencer par là, les trois philosophes en question sont en même temps des penseurs religieux. Mais en Russie, la séparation de philosophie et penseurs religieux n'est pas une séparation courante, disons, contrairement à ce qui est le cas ici en France. Le livre de Soloviev, La justification du bien, est une critique philosophique très systématique de l'utilitarisme qui domine aujourd'hui l'Occident. L'utilité, pour Soloviev, n'a rien à voir avec le bien. Le bien qui, pour lui, est fondé sur trois orientations essentielles, le sens de l'honneur ou de la pudeur, la vertu de charité et puis la piété. Et cette critique de l'utilitarisme, évidemment, est implicitement une critique de l'Occident actuel, bien que ce ne soit pas le cas, puisqu'il vivait bien avant notre époque. Quant au livre d'Iline, Nos missions, ça c'est plus récent, puisque Iline est mort beaucoup plus tard, c'est un livre de philosophie politique autour, on pourrait dire, de l'idée de démocratie patriotique autour d'un État fort. C'est une synthèse assez intéressante, sachant que pour Iline, ce qui est le plus important, c'est l'unité du corps social, l'unité de la nation russe, qui est pour lui une valeur primordiale, et de ce point de vue-là, il ne le cite pas, mais il aurait pu, il est tout à fait dans la ligne du politique de Platon. Vous savez, ceux d'entre vous qui connaissent Platon ont sûrement lu La République, bien sûr, mais il y a un petit ouvrage de Platon qui s'appelle Le Politique, et où Platon explique que le rôle du monarque est de réparer en permanence, de recoudre le tissu social qui se déchire en raison de la faiblesse humaine, disons. Donc cette idée de l'unité est une idée tout à fait centrale qu'on retrouve chez Iline, et vous verrez d'ailleurs ça s'applique ensuite dans la politique que Poutine mène en Russie. Alors je vais les prendre un par un. Donc je vais commencer par Berdyaev, qui est né à Kiev en 1874 et qui est mort à Clamart en 1948. Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, avec mon épouse, on est allé rendre visite à sa tombe. C'est un philosophe chrétien. Quand il était jeune, il était marxiste. Et puis, très rapidement, il s'est retrouvé en désaccord avec la révolution bolchevique. Il a été expulsé de Russie en 1922 sur le fameux bateau des philosophes, donc qui est un bateau qui est parti de Saint-Pétersbourg, qui est arrivé en Allemagne, où il y avait 160 philosophes à peu près, qui ont été expulsés par les communistes. Il a fondé alors une académie de philosophie et de religion en Allemagne, puis ensuite transféré à Paris en 1924. C'est un existentialiste chrétien qui se veut disciple de Nietzsche et de Dostoïevski, comme je disais tout à l'heure. Et la liberté, pour lui, c'est le principe primordial. Cette liberté, bien sûr, peut conduire au bien, comme elle peut conduire aussi au mal. Mais la personne est liberté, contrairement à l'individu, qui est une catégorie biologique et sociologique. Berdyaev s'oppose donc évidemment complètement à toute forme de totalitarisme. C'est pour lui Dieu qui exige de l'homme sa liberté pour être digne de lui. Donc la liberté n'est pas un droit. C'est très différent, oui, parce que quand on dit liberté, on pense tout de suite peut-être au libéralisme occidental, c'est quand même un contexte très différent. Pour lui, la liberté n'est pas du tout un droit, mais c'est plutôt un devoir. L'homme qui ne veut pas déchoir et qui veut ressembler à Dieu doit être libre. Et Berdyaev est avant tout, en tout cas sur le plan politique, c'est avant tout un aristocrate. L'idée aristocratique exige la domination réelle des meilleurs, écrit-il. La démocratie est la domination formelle de tous. Tout ordre vital est hiérarchique et a son aristocratie. Seul un amas de décombres n'a pas de hiérarchie et aucune qualité aristocratique ne s'en dégage. Donc se reconnaître, se chercher toujours plus de devoirs est une attitude aristocratique. Réclamer des droits est une attitude vulgaire. L'aristocratie n'est pas une classe dans cet esprit, c'est un principe spirituel. Donc vous voyez effectivement que tout en étant un éminent défenseur de la liberté, Berdyaev conçoit cette liberté dans un cadre aristocratique. L'homme, pour lui, ne peut se développer que dans un contexte aristocratique. Donc inégalitaire, évidemment. Donc inégalitaire.
Alors, je vais passer assez rapidement en revue les principaux chapitres de son livre La philosophie de l'inégalité, qui a été traduit à l'âge d'homme sous le titre de l'inégalité, et dont je recommande très vivement la lecture. Alors d'abord, il commence par la Révolution, parce qu'évidemment, il est une des victimes de la Révolution. Il rappelle que la Révolution est menée au nom de l'égalité, et qu'elle est d'abord pas un phénomène politique, mais un phénomène religieux. Elle est anti-chrétienne. Et il dit qu'il faut démasquer tout discours de type révolutionnaire qui est toujours un discours qui se dédouble, qui prétend être humanitaire et qui va emmener les hommes vers la servitude. De ce point de vue-là, le discours révolutionnaire correspond tout à fait au visage du diable tel que Bulgakov le décrit dans Le Maître et Marguerite. Vous savez qu'il y a ce livre extraordinaire, ce roman extraordinaire, Le Maître et Marguerite, et un personnage central qui s'appelle Volant, qui est le diable en fait, et profession consultant, ce qui déjà est assez amusant en soi, des consultants en magie noire bien sûr. Et il a une particularité, c'est qu'il a deux yeux de couleurs différentes. Il a un œil vert pour attirer les hommes, parce que le vert c'est la couleur de l'espérance bien sûr. Et donc il veut pousser les hommes vers ce qu'ils aiment, vers leurs tendances, vers ce qu'il va les flatter. Notamment en créant de la fausse monnaie, par exemple, dans le roman, il crée de la fausse monnaie. Bon. Et les gens se jettent sur cette fausse monnaie, évidemment. Et puis il a un autre œil qui est noir, parce qu'il les mène en fait à la mort et à la destruction. Donc voilà, les deux aspects du diable, l'œil vert et l'œil noir, l'espérance et la destruction. Et dans la Révolution, il y a la même chose. La Révolution, on vous promet le bonheur, on vous promet de résoudre tous les problèmes de l'humanité, et en fait, on va vous emmener vers un système qui va surtout massacrer des millions de gens, et essayer de détruire chez l'homme l'essence même de l'homme. Donc il prône en fait l'esprit du néant. Berdyaev dit « Tous les humanistes révolutionnaires, c'est la pire des choses parce qu'ils ne veulent pas voir le mal, ne voient pas le mal, et ils sont incapables de distinguer la vérité du mensonge. » La révolution, bien sûr, n'arrive pas par hasard, elle est venue, d'après lui, du fait que les élites n'ont pas vraiment pleinement rempli leur mission. Donc il est assez critique à l'égard, disons, du tsarisme finissant. Pas de lumière du haut, du coup les ténèbres font irruption par le bas. Et la donc décomposition, la putréfaction prépare toute révolution. Dans la révolution, le peuple va perdre sa liberté, il ne va pas gagner sa liberté, c'est le contraire. Il va être possédé et devenir l'esclave de ses instincts les plus bas, c'est-à-dire du cerveau reptilien. Le gouvernement révolutionnaire lui-même, d'ailleurs, même si après il y aura un culte de la personnalité, mais au début, il n'a pas de visage. Le meilleur exemple, ça a été sans doute le cas du gouvernement des Khmers rouges, l'Ankar, qui était l'organisme collectif qui prenait toutes les décisions, et l'Ankar n'avait pas de visage, évidemment, c'était un organisme anonyme. Et les sentiments qui animent la révolution sont tous négatifs. C'est la haine, la vengeance, la jalousie. Il faut détruire la création. La plèbe jalouse et la sainteté. La création et la charité ne souffrent pas l'égalité. Et là, il s'agit de promouvoir l'égalité par-dessus tout. Et il dit le sentiment moteur, c'est le sentiment de l'outrage. Et ça remplace le sentiment du péché. Et ce système révolutionnaire engendre une destruction des hommes, bien sûr, et son autodestruction aussi, ce qui fait que Berdyaev, même s'il ne l'a pas vu à l'époque, quand il écrit ce livre, pense que toute révolution va forcément se terminer sur une réaction. Et il prend l'exemple du romantisme après la Révolution française. Il dit la révolution, c'est la rupture entre le Fils et le Père, on nie l'ordre divin. Ils sont toujours des êtres exceptionnels qui créent, donc forcément, création et inégalité vont de pair. Il dit le bolchevisme démasque le mensonge de l'humanisme, c'est là où on voit le vrai caractère destructeur de la révolution, et ça détruit l'homme. Il dit donc, face à ce phénomène, il faut se montrer viril, regarder en face le mal. Il reproche, notamment à beaucoup d'occidentaux, leur naïveté, leur aveuglement devant le mal qui a coûté si cher. Il dit il faut au contraire connaître le mal, y compris par l'épreuve du feu si nécessaire. L'État, le devoir, la discipline sont nécessaires pour pouvoir sauver l'homme créateur. Après ce chapitre sur la Révolution, Berdyaev développe un chapitre sur les fondements de la société. Il dit que l'une des grandes erreurs du monde moderne, c'est de chercher Dieu dans le social et d'ignorer le cosmos et l'histoire.
L'inégalité est cosmique, écrit-il, l'égalité est bestiale. Le social efface l'être. L'arbitraire de la petite raison ignore les organismes historiques. On cherche des biens là où il faudrait chercher du sens. Le cosmos et le chaos s'affrontent dans l'homme, l'inégalité de l'être contre l'égalité du non-être. La hiérarchie dégénérée tombe dans le légalisme. Le principe hiérarchique pose, lui, des frontières, aide l'homme à se tenir droit. Et la vraie liberté, c'est de sortir de ce chaos interne qui est en nous. Il faut donc élever l'homme au-dessus de ce chaos grâce au principe de Dieu. L'homme abstrait, qui s'élève contre Dieu au nom du confort, n'est plus un homme. Le néant, né du refus d'assumer des sacrifices et des souffrances par lesquels passe la voie de la vie supérieure, la personne et la figure humaine doivent être détruites au nom de l'égalité. Les égalisateurs de l'être veulent l'égaliser dans le néant. L'histoire repose sur les sacrifices que les égalisateurs refusent. Le christianisme s'intéresse à l'âme, lui, et non à la vie terrestre, et ne craint pas les souffrances. L'esprit révolutionnaire veut tout instrumentaliser. En fait, l'égalitarisme ne s'intéresse pas aux personnes, mais à l'égalité des personnes, ce qui n'est pas du tout la même chose. La personne humaine n'est pas un donné, elle se développe par l'ordre et la discipline au sein d'une histoire tragique. Et c'est ça qui nous sort de l'égalité et du chaos bestial. Mais il dit la personne humaine, vous l'ignorez, vous les révolutionnaires, vous l'avez noyée dans les masses, vous avez perdu le sentiment de la distinction, vous avez cessé d'avoir conscience du mal radical qui est dans la nature humaine, et le mal a remporté sur vous une victoire en vous forçant à le nier. La négation du mal, c'est la victoire du mal, en définitive. Et c'est l'erreur fondamentale de l'humanisme révolutionnaire. L'État. Alors ensuite, Berdyaev traite l'État à sa façon et commence tout de suite d'une manière très différente, évidemment, de ce à quoi on est habitué. L'État, dit-il, a un fondement mystique et une origine religieuse. Le christianisme, d'ailleurs, justifie l'État, puisque Paul dit « ce n'est pas en vain que l'autorité porte le glaive ». Pourquoi? Parce que l'homme gît dans le mal, et c'est ça qui rend l'État nécessaire. L'État empêche le retour à la nature bestiale. Il y a une vérité dans l'État, une certaine beauté faite de froideur et de forme aristocratique. Les utopies qui abolissent l'État ignorent cette forme, cette distance. C'est un manque d'aristocratisme. Le pouvoir est toujours hiérarchique par définition, et il vient du culte du héros. Rousseau, qui refuse de voir le mal, puisqu'il pense que l'homme est bon par nature, il voit un contrat. En réalité, Rousseau nous mène au despotisme le pire qui soit, où la société elle-même veut se transformer en État. L'État, en effet, il naît de la force, et il ne doit pas englober la société tout entière, sinon c'est la terreur et c'est le totalitarisme. Bien sûr, l'État peut dégénérer. Il ne faut surtout pas le diviniser. Il doit être éclairé par la religion pour ne pas être tyrannique. La théocratie est une erreur hébraïque. L'État n'est pas l'Église et ne peut pas se fonder sur l'amour. Un État qui se fonderait sur l'amour tomberait tout de suite dans la tyrannie. L'État ne peut pas éviter la contrainte et le sacrifice parce que l'homme n'est pas parfait. Et donc il faut plusieurs principes à la base de l'État. La nation. Alors la nation, pour lui, c'est aussi un mystère historique d'essence religieuse. La conscience nationale est toujours conservatrice et protège la vie. Elle est traditionnaliste car la révolution déchire le temps. La nation, au contraire, lutte contre la mort, d'où son culte des pierres tombales. Les personnalités nationales ont un visage, d'où l'amour de la patrie. Le véritable amour est toujours une affirmation du visage de l'aimé. L'amour est au-dessus des intérêts. Bien sûr, l'idéal national peut tomber en décadence, devenir zoologique en quelque sorte et nihiliste. Mais il peut aussi être créateur et capable d'autocritique. Et vous, les internationalistes, vous êtes des meurtriers, vous assassinez votre patrie qui est un être vivant. Cet être vivant portait le nom de Russie et vous avez toujours été des tueurs partout systématiquement. Le conservatisme. Pour Berdyaev, c'est un principe de liberté qui lie l'avenir au passé. Le révolutionnaire, à l'inverse, coupe l'avenir du passé et n'admet pas l'idée de résurrection. Il ignore les ancêtres. Le conservatisme croit dans la tradition créatrice. La culture affirme l'éternité. La négation du conservatisme, c'est la barbarie. Le conservatisme lutte contre le chaos bestial depuis l'Antiquité. Les idéologies révolutionnaires donnent une sanction rationaliste au chaos. Ainsi, on voit l'alliance du chaos et du rationalisme. L'aristocratie dit il n'y a que deux types de pouvoir possibles, c'est l'aristocratie ou le pouvoir de la foule. Tout ordre vital, en effet, est hiérarchisé, même une bande de bandits. L'aristocratie se trouve partout, elle est sacrificielle, comme le christianisme.
L'aristocrate est capable de reconnaître ses fautes. Dieu lui a donné ses qualités. L'aristocrate donne, lui. Le prétentieux cherche le mérite. Le plébéien est jaloux. Mais l'aristocrate, il est capable de donner tout ce qu'il a. La chevalerie a trempé le caractère. L'aristocratie a créé la grande littérature. Elle a développé le sentiment de l'honneur et le grand style. L'aristocration de la société, c'est le seul processus vraiment libérateur. Le libéralisme. La liberté, il ne dit pas le libéralisme, mais la liberté va avec l'aristocratie. Elle ne va pas avec l'égalité. Mais attention, si au nom de la liberté vous abandonnez l'homme à son esclavage intérieur en proclamant ses droits, ceux de la nature inférieure, eh bien vous allez dans l'erreur. C'est un mensonge car la liberté est avant tout le droit à l'inégalité. C'est pourquoi le libéralisme tout seul n'est pas viable. Il doit se combiner avec le conservatisme. Il doit se combiner avec la morale. Il est indigne de faire de l'État une idole juridique. D'ailleurs, la liberté elle-même, même lorsqu'elle prend le pouvoir, elle est née toujours des martyrs, elle n'est jamais née de l'utilitarisme. Quant à la démocratie, elle est formelle. La tyrannie des partis règne et ne choisit pas les meilleurs. Il faut lier la démocratie à la culture d'un peuple et non à la masse. Le socialisme. Alors le socialisme est bourgeois. Il abdique le sacré, il est matérialiste, il correspond aux 3 tentations du Christ. Ça, c'est une idée qu'il a tirée de Dostoïevski, je pense. La fraternité sans Dieu est une tyrannie anonyme qui viole la liberté. Le socialiste tue l'esprit, il est contre la démocratie d'ailleurs. C'est le règne de l'idée sans l'être, c'est l'idéologie. Le socialisme, c'est l'égalité sans charité. L'anarchie, c'est la liberté sans foi. Le pacifisme, c'est une fraternité sans courage et sans espérance. L'anarchie est une forme d'égalitarisme et de jalousie contre les hommes de qualité qui pourraient gouverner. La guerre. Alors le passage de Berdyaev contre la guerre, je vais vous le citer parce que je le trouve assez extraordinaire. Et j'ai rarement lu de choses aussi profondes sur la guerre, qui est évidemment un sujet mystérieux en soi. Berdyaev écrit « La vie dans ce monde est une lutte qui est engendrée par notre division pécheresse, par notre manque de plénitude. Néanmoins, grâce à la plénitude, cette division peut être surmontée et la vie alors s'intègre. La guerre est une des formes nobles, encore que terribles, de cette lutte. Elle est antinomique par nature, elle est une contradiction réalisée. On la fait au nom de la vie. Et elle sert la plénitude de celle-ci. En même temps, elle sème la mort. Son but est la paix. Elle était le moyen le plus puissant, souvent pour rassembler l'humanité dans des grands empires. En même temps, elle a été l'expression de l'affreuse dissension de l'humanité, de la haine mutuelle entre les peuples, de la soif d'extermination. Elle est à la fois ténèbres et lumière, haine et amour, égoïsme bestial, mais aussi abnégation suprême du héros. Elle ne peut être rien qu'un bien, ni rien qu'un mal. Elle contient un grand bien et un grand mal ensemble. Elle est à la fois une conséquence du péché et le rachat du péché. Elle atteste le caractère tragique de la vie, le fait qu'il est impossible d'assurer une organisation définitive dans le bien-être à jamais sur cette terre. La guerre porte des coups terribles à l'esprit, au confort, à la satisfaction des petits bourgeois. Le démon de la guerre a toujours entraîné l'humanité au loin. Elle a arraché aux chaînes du bien-être. Elle témoigne des forces irrationnelles qui sont chez l'homme, du feu qui peut s'embraser et consumer les intérêts humains. Elle est une réfutation expérimentale de la conception rationaliste de l'histoire, car aucun intérêt ne peut jamais justifier les immenses sacrifices qu'elle exige. Et Berdyaev dit qu'il ne faut pas non plus idéaliser la paix, parce que la paix masque souvent une guerre contre les âmes, qui les empoisonne et les décompose, même si on ne tue pas les corps. L'assassin du temps de paix n'a rien à voir avec le soldat. Dans la guerre, le mal accompli est racheté par le sacrifice. L'homme assume la responsabilité et la conséquence de son choix jusqu'à la mort. Ce n'est pas un hasard si les grandes vertus du caractère humain se sont forgées dans les guerres. Le courage, le sacrifice, l'héroïsme, la chevalerie. Le monde n'aurait pas connu la trempe du caractère chevaleresque s'il n'y avait pas la guerre. L'aspect héroïque de l'histoire en dépend. J'ai vu de jeunes volontaires qui partaient au combat. Ils étaient inscrits dans des bataillons de choc pour marcher à une mort à peu près certaine par amour de leur patrie. Je n'oublierai jamais leur visage. Bien sûr, la guerre s'adresse aussi aux bas instincts, mais elle s'adresse aussi aux instincts supérieurs, à ceux du sacrifice, de l'amour pour la patrie, qui exigent une attitude sans peur devant la mort. On va bien sûr à la guerre pour tuer, mais aussi pour mourir. Si on la considère spirituellement, la guerre ennoblit, elle élève généralement l'âme de l'homme. Et Berdyaev oppose la guerre éthique, où l'adversaire est enterré avec les honneurs, la guerre qui a une certaine règle, comme c'était le cas autrefois en Europe,
et la guerre révolutionnaire où par contre toute morale humaine est abolie et où on traite l'ennemi comme un animal. La guerre civile d'ailleurs conduit à la bestialité. Il y a une autre notion qu'il faut éliminer, dit Berdyaev, c'est la notion de guerre juste et injuste que manient beaucoup les anglo-saxons. Parce que la guerre en fait est une compétition entre les peuples qui ont des intérêts divergents. Et comment peut-on dire que l'expansion de tel peuple est plus juste que l'expansion de tel autre peuple? Il ne faut donc pas accepter le manichéisme. Il cite des guerres où des peuples barbares et incultes envahissent parfois et asservissent des peuples de haute culture, mais qui sont entrés en décadence amollis par une maladie morale intérieure. Il cite Rome et Byzance. Ça ne nous rassure pas aujourd'hui. Le pacifisme nie le mal au lieu de le combattre. Les bourgeois veulent une sécurité externe sans combattre le mal intérieur, et c'est illusoire. Bien sûr qu'il faut souhaiter la paix, mais voir que l'amour agit aussi dans la guerre. Mettant l'homme face à la mort, elle peut approfondir son âme. L'économie. Berdyaev n'est pas socialiste, n'est pas étatiste, mais il considère qu'il y a une forme de magie noire dans l'économie capitaliste moderne. Il dit le pouvoir de l'argent sur la vie est terrible. L'idéal de consommation est d'ailleurs commun aux socialistes et aux capitalistes, un idéal d'esclave. Par contre, les bons côtés de l'économie, c'est son côté créateur et hiérarchique. Si l'économie est mauvaise, c'est surtout à cause de la décadence religieuse et morale des hommes. L'économie est le reflet de l'état religieux et moral des hommes. Le bourgeois, lui, qui ne pense qu'à l'économie, rejette le sacré. Et quant au droit de propriété, il est essentiel parce qu'il permet de ne pas tout céder à la consommation. Il établit un lien à travers les générations et donc une relation avec les ancêtres. Et ce qui est bon dans l'économie, c'est essentiellement la nécessité d'une certaine ascèse pour que l'entreprise puisse réussir. La culture, il dit la culture est aristocratique, elle n'est jamais utilitaire. Elle est créatrice et conservatrice à la fois. Elle est proche de la religion comme l'histoire de l'art l'atteste. Seul un petit nombre apprécie une culture élevée et le devoir de ce petit nombre est ensuite de diffuser la culture dans le peuple. Le royaume de Dieu, c'est la fin du livre. Il montre que le christianisme, pour Berdyaev, est essentiellement aristocratique et personnaliste. Sa liberté n'a rien à voir avec celle de l'anarchie. La communion dans l'amour du Christ n'a rien à voir avec la fraternité socialiste. Dieu n'a rien à voir avec le social, mais avec la morale. Le pire des vices modernes est le suivant. La conscience morale ne voit plus le mal. Elle est incapable de distinguer le mal du bien. Chez l'homme moderne, la personne se décompose. Elle présente donc un terrain très favorable aux actions les plus diverses des forces de la nuit. Alors je me suis dit, avec l'actualité, voir les jeunes djihadistes. La lutte contre le mal consiste à renforcer la personne, faire preuve de discipline spirituelle, de maintenir à l'intérieur du moi l'image et la ressemblance de Dieu contre les forces du monde. La révolution rationaliste n'aboutira qu'à déchaîner le chaos. L'homme doit redevenir créateur dans la liberté. C'est un devoir, c'est pas un droit. Il est motivé par l'amour, par la charité, c'est-à-dire par Dieu. On a compris que Berdyaev est un penseur essentiellement chrétien, avec beaucoup d'originalité, disons, mais à sa manière. Donc ce livre a été donné à méditer au préfet russe par Vladimir Poutine, ce qui est déjà assez étonnant. Et c'était essentiellement, politiquement en tout cas, c'est essentiellement une charge contre l'égalitarisme, le socialisme et tout ce qui va avec, et le communisme évidemment. Avec Soloviev, on a l'autre volet, qui est la critique de l'utilitarisme occidental. Berdyaev rejette le relativisme moral, l'égalitarisme et le socialisme. Soloviev rejette l'utilitarisme. Il ne mentionne pas l'Occident actuel, qu'il n'a pas connu puisqu'il est du siècle précédent. Il est né en 1853 à Moscou, il est mort en 1900 au château d'Ouskoï, près de Moscou. Jeune, il était athée, il s'est intéressé à Spinoza, Schopenhauer, Schelling. Il redevient chrétien à 20 ans. Il devient l'ami de Dostoïevski. Par contre, il a des rapports tendus avec Tolstoï. Soloviev est partisan d'un christianisme hiérarchique et historique. Il n'admet en aucun cas le principe de non-résistance au mal, ni le christianisme moral et purement abstrait auquel aboutira Tolstoï. Il est professeur à Moscou, mais chassé de l'université pour avoir demandé au tsar Alexandre III de gracier les assassins de son père. En 1891, l'Église orthodoxe lui refusera les sacrements. Il devint alors gréco-catholique en 1896. Il est donc un pont entre l'orthodoxie et le catholicisme.
Le philosophe Serge Troubetskoy assistera à son dernier jour. C'était un philosophe d'un esprit profondément œcuménique. En 1939, on traduit en français son livre « La justification du bien », qui est le livre qui a été distribué justement par Poutine à ses hauts fonctionnaires, qui a été réédité en 1997 chez Zlatkin en langue française. Dans cet ouvrage, Soloviev cherche à définir le bien moral et il lui trouve 3 dimensions. L'honneur ou la pudeur, la charité ou la pitié et enfin la piété. Le bien moral donne son sens à la vie et doit régler nos relations avec ce qui nous est inférieur, égal ou supérieur. C'est pour ça, le sens de l'honneur, c'est ce qui règle nos relations avec ce qui est inférieur à nous, ce qui est bestial en nous. La charité, c'est la relation avec ce qui est notre égal, c'est-à-dire autrui. Et la piété, c'est la relation avec ce qui est supérieur à nous, ce qui est transcendant, ce qui est au-dessus de nous, la divinité. Le sens de l'honneur peut conduire à des actions désintéressées, du point de vue de l'ego. On peut mourir pour la patrie, pour sauver sa famille, refuser d'accomplir un acte injuste. On peut discipliner sa sexualité. Tout cela n'est pas justifié du tout du point de vue utilitariste, évidemment. Parce qu'il en veut beaucoup aux utilitaristes occidentaux. Il va faire une critique d'ailleurs très systématique d'un philosophe libéral qui s'appelle Bastiat. Il montre que, effectivement, les trafics les plus immoraux, comme le trafic de drogue, peuvent secréter beaucoup d'argent. Donc du point de vue de l'utilité économique, ils sont positifs, bien sûr, tout en ruinant la santé d'autrui. L'homme se situe donc moralement supérieur à l'animal grâce à ce sens de l'honneur qui n'a rien à voir avec le sens de l'utilité. Ensuite, la charité, qui est au cœur de la religion chrétienne, n'est pas non plus justifiée d'un point de vue utilitariste. Soloviev s'attaque notamment à Bastiat en le faisant discuter avec un anarchiste qui veut renverser violemment la société. Bastiat, lui, s'oppose à la violence, c'est un libéral, mais Soloviev lui reproche de croire en l'harmonie spontanée des intérêts humains en toutes circonstances, qui n'est pas loin, effectivement, finalement, de considérer que l'être humain, au fond, est finalement bon par nature, même s'il ne l'est pas dans ses intentions, il est dans les résultats de ce qu'il fait. Ça, Soloviev ne l'admet pas. Quant à la piété, c'est un sentiment de respect à l'égard de ce qui est supérieur à nous. À l'origine, il dit, c'est le sentiment des enfants à l'égard des parents. La religion étend ce sentiment à l'égard du Père suprême qui est Dieu. Pour Soloviev, le libéralisme bourgeois comme le socialisme sont des idéologies hostiles au sentiment religieux qui mettent l'ego humain à la place de la divinité. Ce qu'il appelle l'amorphisme moral, c'est le relativisme finalement, croit que la morale est purement subjective et que le mal vient uniquement des institutions collectives artificielles qui utilisent la contrainte. C'est la thèse ultralibérale. Bon. Ou à la limite, on disait en plaisantant que l'anthropophagie n'est pas un mal en soi, ce n'est qu'une question de goût, puisque on pousse le subjectivisme jusqu'au bout. L'organisation sociale n'est pas fondée sur ça. C'est le fruit de l'histoire, ça n'a rien d'artificiel. Et il faut donc rejeter aussi bien le totalitarisme que le relativisme libéral comme contraire à la nature de l'homme. Si la discipline morale est nécessaire, Soloviev se méfie en même temps de l'ascétisme absolu, parce qu'il considère que la nature n'est pas mauvaise en soi. Un ascète méchant, il dit, est finalement un imitateur du diable, parce qu'après tout, le diable ne mange pas, ne boit pas, ne dort pas, et il reste célibataire. La justice, quant à elle, oui, il a un certain humour. La justice, quant à elle, n'exige nullement l'égalitarisme, le juste doit avoir le sens de l'honneur, être altruiste, respecter ce qui est supérieur. Il pense que le bien, ce sens du bien, vient en réalité de Dieu, et c'est l'imitation du Christ qui doit permettre de s'élever sur l'échelle du bien. L'histoire humaine montre qu'il n'y a pas de séparation entre l'individu et la société, que c'est artificiel cette séparation. En fait, il y a des personnes humaines qui sont parfaitement inséparables de leur milieu social. L'homme peut d'ailleurs varier de façon inouïe selon sa condition sociale. L'esprit d'un aristocrate prussien, par exemple, est totalement différent de celui d'un épicier libanais. Mais tout homme peut ressentir qu'il y a des lois au-dessus de l'État qui sont voulues par la divinité. Et là, il se réfère à un exemple de la littérature classique, qui est Sophocle, effectivement, avec sa tragédie Antigone. Il y a des lois au-dessus de l'État. Il s'oppose donc au subjectivisme moral, mais il s'oppose aussi au collectivisme. La question nationale est un bon exemple. Pour lui, il faut d'abord respecter la personne. Mais la personne n'est pas que physique. La personne, elle est déterminée aussi psychiquement, moralement, par sa nationalité. On pense dans une langue, qui est la langue maternelle au départ. La nationalité n'est pas un trait extérieur juridique dans son essence.
La nationalité est conscience de soi-même, donc quelque chose d'intérieur à l'âme. Un homme qui serait français juridiquement, sans avoir cette conscience de soi française, ne peut pas être considéré comme français. C'est tout à fait la différence avec la conception actuelle de la République, où est considérée comme français toute personne qui a une carte d'identité française. Bon. Donc après on dit, oui, il y a des Français qui ont fait des attentats, n'est-ce pas, contre d'autres Français, mais enfin, du point de vue de l'âme, disons, c'est totalement extérieur, c'est un jugement extraordinairement superficiel et purement juridique que de désigner le français uniquement par des critères juridiques. Il dit, le principe moral ne nous permet pas de transformer une personne concrète, un homme vivant, avec ses caractéristiques nationales inhérentes, en un sujet quelconque abstrait, en lui enlevant ses traits caractéristiques déterminants. Si nous acceptons la dignité propre de cet homme, eh bien, cette obligation s'étend aussi à toutes les caractéristiques positives de sa dignité. Si nous aimons quelqu'un, nous devons donc aussi aimer la nation qu'il aime, dont il ne se sépare pas. Le patriotisme est donc un sentiment naturel et fondamental, comme une obligation directe de l'individu envers l'ensemble collectif juste au-dessus de lui. En même temps, l'obligation morale empêche le patriotisme de devenir un chauvinisme haineux. La devise donc doit lier les deux valeurs complémentaires, honneur et patrie. C'était la devise de notre marine nationale en France, qui fut d'ailleurs pour un an aussi la devise de la France libre, et qui montre bien cette liaison. Vous savez que pendant un an à peu près, la France libre a pris la devise honneur et patrie parce que De Gaulle ne voulait pas liberté, égalité, fraternité. Puis ensuite, il y a eu de telles pressions qu'il a fini par se rallier à la devise républicaine. Soloviev examine aussi le droit pénal, l'économie, où il critique Bastia, il étudie la guerre, le caractère immoral du refus du service militaire, la famille, l'Église, l'État. C'est un très très gros livre, la justification du bien. À propos de la devise liberté, égalité, fraternité, il pose le problème du lien entre ces valeurs abstraites et le bien, justement. La liberté sans sens de l'honneur ne peut conduire qu'à la bestialité. L'égalité sans la charité pousse au meurtre d'autrui, et quant à la fraternité sans la paternité, donc la piété, le sens du sacré, elle conduit à l'immoralité. Donc il faut rattacher la devise de la République française au bien. Et le bien, c'est encore une fois le sens de l'honneur, le sens de la charité et le sens de la piété. Et si on sépare les trois valeurs de la République française de ces trois valeurs, et on voit le ministre de la Défense arrêter sa voiture sous une porte du Kremlin, il enlève sa casquette et il fait un signe de croix. C'est, je crois, le seul défilé militaire de ce type, disons, qui commence par un signe de croix, à mon avis, dans le monde aujourd'hui. Et ensuite, la caméra, et ça c'est voulu, bien sûr, la caméra officielle qui fait le film officiel, si je puis dire, du défilé du 9 mai, de la victoire sur Hitler. Donc cette caméra, pendant que Shoigu fait son signe de croix, juste après son signe de croix, la caméra frappe une icône du Christ. Tout ça, c'est pas le hasard, hein, vous vous en doutez bien. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'en parler un jour avec le confesseur du président Poutine, parce que le président Poutine a un confesseur qui s'appelle le père Tyrone. Et le père Tyrone dirige un monastère qui s'appelle le monastère de la Sainte Rencontre, qui, par une ironie de l'histoire, se trouve juste à côté de la Loubianka, la direction du FSB. Enfin bon. Le président Poutine lui-même, d'ailleurs on le sait, part souvent dans des retraites religieuses, mais il ne fait jamais aucune publicité autour de ça. Enfin, c'est aussi quelque chose qui n'est pas si courant chez les chefs d'État actuels aujourd'hui. Alors Ivan Ilyin, c'est aujourd'hui sans doute le philosophe que cite le plus Poutine. Il lui a été présenté, si je puis dire, enfin son œuvre lui a été présentée assez tardivement par le cinéaste patriote que vous devez connaître, qui s'appelle Nikita Mikhalkov. Nikita Mikhalkov est connu pour des films très très célèbres, comme Le Barbier de Sibérie, par exemple, et puis aussi un film anti-communiste, oui, qui s'appelle Soleil trompeur. Le Soleil trompeur, c'est le communisme, justement. Et Mikhalkov, qui est engagé aussi dans la vie politique de la Russie, a attiré l'attention du président russe sur le philosophe politique et religieux Ilyin, qui est né en 1883 et qui est mort en 1954. Donc c'est plus proche de nous que Soloviev. Ilyin est élu de la plus haute aristocratie russe, puisqu'il est descendant des Rourikides, c'est-à-dire la première dynastie russe qui remonte aux Vikings dans le haut Moyen-Âge. Sa mère était une Allemande qui s'appelait Schweikert von Stadion. Il a étudié à l'université de Moscou sous la direction d'un philosophe qui s'appelait Novgorodtsev, qui était un philosophe chrétien mais politiquement libéral.
Il a étudié la philosophie du droit, il a beaucoup étudié Hegel, sur lequel il a fait sa thèse. Et pendant la guerre, il faisait des conférences sur l'idéologie de la guerre sous la direction du philosophe Evgeny Troubetskoy. Au début, il est assez favorable à la révolution de février, la première révolution, celle de Kerensky, mais il va s'en détourner assez rapidement. Et puis ensuite, il y a la révolution bolchevique, là il est emprisonné en 1918, et en 1922, il est expulsé sur le bateau des fameux 160 philosophes. Le bateau arrive à Stettin, qui est aujourd'hui en Pologne, mais enfin qui était un port allemand à l'époque. Il devient professeur à Berlin jusqu'en 1934. Alors, il est professeur de philosophie, bien sûr, de 1922 à 1934, ce qui est une période assez longue finalement. Et en 1934, il est radié. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas vouloir obéir à un certain nombre de prescriptions que le parti nazi lui imposait à ce moment-là. On voulait l'obliger notamment à insérer des chapitres entiers d'antisémitisme dans ses conférences. Donc, quand il a vu que ça prenait cette tournure, il a voulu s'en aller. Et grâce à l'aide du compositeur de musique Sergei Rachmaninov, qui lui avait beaucoup plus d'argent, il a pu s'enfuir en 1938, en Suisse, à Genève d'abord, et puis il va rester en Suisse tout le reste de sa vie. Il meurt à Zolikon, près de Zurich, en 1954. Son corps a été rapatrié au monastère Donskoï à Moscou en 2005, et c'est resté célèbre parce que, d'abord le rapatriement, il était enterré tout près de Solzhenitsyn. Il a d'ailleurs beaucoup influencé Solzhenitsyn, Ilyin, et lorsque son corps a été déposé au monastère Donskoï, Vladimir Poutine est venu se recueillir sur sa tombe et déposer des fleurs. Il a pendant toute sa vie édité un journal de philosophie russe qui s'appelait La Cloche russe, Ruski Kolokol, et il était l'idéologue presque en chef de l'association des militaires russes blancs en exil. Le général Wrangel, pour le plaisanter, le surnommait le Blanc. C'est-à-dire que c'était vraiment un blanc, alors là, contraire même d'un soviétique, d'un communiste, etc. On le considère comme un monarchiste patriote, effectivement, et conservateur. La révolution russe l'a poussé à beaucoup réfléchir sur la nécessité de l'unité du corps social. C'est-à-dire s'il fallait retenir une seule idée de pour chacun de ces philosophes, on pourrait dire Berdyaev, c'est le philosophe qui est contre la révolution et l'égalitarisme. On pourrait dire que Soloviev, c'est celui qui dit que le bien vers lequel l'homme doit tendre n'a aucun rapport avec l'utilitarisme, et qu'il faut donc rejeter l'utilitarisme et le relativisme, contrairement à ce que fait l'Occident actuel. Et Ilyin, c'est l'idée de l'unité du corps social. Alors, il pense que la monarchie, bien sûr, de ce point de vue-là, est sûrement meilleure pour sauvegarder les valeurs traditionnelles de la famille, tout en critiquant à l'occasion, historiquement, l'attitude du dernier tsar, parce qu'il avait rejeté l'abdication de Nicolas II. On sait que c'était une erreur. En 1939, non, pardon, je me trompe. Le livre donc, qui a été distribué aux préfets et aux fonctionnaires par Vladimir Poutine s'appelle Nos missions, Nashi Zadachi. Et sa thèse, alors une des thèses très importantes, c'est de dire qu'en aucun cas on ne peut bâtir la nouvelle Russie sur la haine, quelle que soit cette haine, y compris même la haine du communisme. On ne peut pas accepter une forme de haine quelle qu'elle soit raciste, qu'elle soit sociologique, qu'elle soit politique, etc. On ne peut pas bâtir là-dessus. Et il s'oppose aussi bien au totalitarisme qu'à la démocratie formelle. Il considère qu'il y a 3 libertés fondamentales en politique, et ces 3 libertés sont citées par Poutine d'ailleurs. La première, c'est la souveraineté nationale. Et vous savez que Poutine est très critique à l'égard des pays européens d'aujourd'hui, dont il estime qu'ils ont sacrifié beaucoup trop leur souveraineté nationale. Lorsqu'il y a eu la première rencontre entre Vladimir Poutine et le président Hollande, en sortant de leur discussion, il y avait une conférence de presse, et un journaliste, je me souviendrai toujours de cette scène, il y a un journaliste qui se précipite et qui dit « Est-ce que vous avez parlé des missiles antimissiles ?» qui était un sujet évidemment de fâcherie entre l'Ouest et l'Est, puisqu'on voulait mettre on les met, des missiles en Pologne, etc., soi-disant contre l'Iran. En fait, les Russes se sentent menacés, évidemment, ils n'admettent pas qu'on mette des missiles antimissiles à leurs frontières. Et donc le journaliste avait posé cette question, pensant qu'il y avait eu un débat sur ce sujet. Et Poutine empêche Hollande pratiquement de parler, il arrive tout de suite devant le micro et il dit « Non, on n'a pas parlé de ça, on ne peut pas parler de ça ». Le journaliste dit « Ah bon, mais pourquoi ?» Il dit, pour que je parle des missiles antimissiles, encore faut-il que je parle avec quelqu'un qui est souverain, qui est un véritable chef d'État.
Parce que tous les grands sujets militaires importants que je voudrais aborder, je ne peux pas les aborder avec le président Hollande puisqu'il a annoncé la souveraineté nationale. Donc je suis obligé d'aborder tous ces sujets avec Washington en direct. Parce que là, j'ai affaire à un vrai responsable à Washington. J'ai affaire au chef, à l'homme souverain. Mais en France, je n'ai pas d'interlocuteur. Donc je ne parle pas de ces sujets-là avec le président français. Alors tête de Hollande, qui d'ailleurs n'a rien répondu, il était complètement, visiblement paralysé, comme ça lui arrive souvent. Et donc la souveraineté, c'est la première des libertés, dit Poutine. Et comme Ilyin, là, il reprend les idées d'Ilyin. La deuxième grande liberté, c'est la liberté de pouvoir cultiver son identité nationale. Et là aussi, Poutine reprend ce thème parce qu'il s'oppose à une standardisation générale des normes de culture qui est imposée par les organisations internationales, les États-Unis, etc. Et la troisième sont les libertés publiques que nous connaissons, la liberté d'opinion, enfin les libertés fondamentales de toute société respectant effectivement la liberté humaine. Ilyin, en bon hegelien d'origine, effectivement, aime beaucoup les triades. Il pensait que la révolution était le résultat d'un échec spirituel de la Russie et que la résurrection russe dépendrait d'une renaissance d'un esprit saint comportant l'amour de Dieu, de la Russie bien sûr, le respect de la loi, le sens du devoir, le sens de l'honneur, le dévouement au bien commun et non aux intérêts partisans. Et il y a trois notions qui ressortent de cette pensée à travers son livre Nos missions, qui sont Gosoudarstvenost, Pravosoznanie et nationalisme. Donc en français, le sens de l'État, on peut dire, le respect du droit, et puis je dirais le patriotisme plus que le nationalisme. Le sens de l'État. L'État doit être fort. Ilyin insiste beaucoup sur cela, et vous doutez bien que Poutine, évidemment, est dans le même esprit. Il dit c'est l'État qui doit être fort et non pas le parti. Parce que chez les communistes, c'était le parti qui était fort. Et le parti s'était emparé de l'État. L'État n'était qu'un instrument du parti. Et il dit donc la domination du parti, c'est inadmissible. Mais l'esprit civil qui dérive vers l'anarchie n'est pas non plus quelque chose d'admissible. Il faut que l'État surplombe tout ça. Ilyin prône ce qu'il appelle à un moment une démocratie dictatoriale aristocratique. Donc ça c'est du Aristote au fond, c'est un mélange de monarchie, d'aristocratie et de démocratie, c'est ce que prônait Aristote dans son livre La politique. L'État ne peut voir son autorité contestée dans son domaine de compétence. Par contre, l'État ne doit en aucun cas diriger l'ensemble de la société, c'est là où il se sépare évidemment des communistes. L'État totalitaire en plus est athée, ajoute Ilyin. L'État doit respecter toujours le droit, il est très juriste, c'est un juriste de formation Ilyin, et il doit aussi rendre compte au peuple. Et on va arriver au régime de Poutine actuel qui applique ces principes. La conscience du droit. Juriste de formation, Ilyin croit dans l'importance du droit. Il a fait un livre qui s'appelle La conscience du droit. Mais pour lui, ce qui est important, ce n'est pas le droit extérieur, c'est-à-dire uniquement les textes juridiques. C'est le droit tel qu'il est, si je puis dire, incarné à l'intérieur de l'âme de l'homme. Le droit, à travers l'éducation, bien sûr, qui permet aux gens de respecter le droit et d'éviter la délinquance. Le rôle de l'État, précisément, à son avis, c'est de développer la conscience du droit, donc la conscience du bien et du mal, par certains côtés, chez le citoyen, jusqu'à ce que ce dernier atteigne un niveau tel de conscience du droit qu'il puisse finir par s'autogouverner en démocratie directe. Si cette transformation n'a pas lieu, l'adoption de la démocratie formelle à l'occidental aura des conséquences désastreuses. Parce que le citoyen n'est pas du tout en harmonie, disons, avec un système, disons, de type suisse, par exemple. Dans son livre « L'essence de la conscience du droit », Ilyin écrit que la structure politique et la conscience du droit doivent former une unité. Sinon, les réformes seront inadaptées et tout cela sera désastreux pour l'État. La seule voie de la réforme passe par une éducation graduelle des citoyens à la conscience du droit. Il s'agit à terme de permettre l'autogouvernement du peuple, une sorte de démocratie directe, le but de l'État étant d'obtenir des citoyens une conscience du droit suffisamment développée pour que cet autogouvernement soit possible. Le philosophe politique doit donc montrer la racine de la divergence entre l'État et le citoyen, entre le peuple et l'État. Le pouvoir de l'État doit toujours chercher un chemin pour réduire cette distance entre le peuple et l'État. Ça, c'est un aspect, je dirais, du régime politique de Poutine qu'on ignore totalement ici en Occident, puisqu'on veut y voir une dictature, évidemment, c'est plus facile. C'est un régime où l'autorité de l'État, effectivement, est quelque chose de tout à fait réel, mais ce n'est pas une dictature. Si vous allez à l'hôtel, vous trouverez des journaux anti-Poutine, ce qui à l'époque soviétique était impossible, évidemment. Vous avez une liberté de parole, alors là, je peux en témoigner, parce que je donne des cours dans les universités françaises et les universités russes. Il y a bien plus de liberté de parole en Russie qu'en France, ce qui n'est pas très difficile, d'ailleurs.
Mais ce qui m'a frappé, ça je l'ai découvert assez tardivement, c'est à force de travailler dans des centres de recherche qui travaillent pour la présidence de la Russie, où ils m'ont fait l'honneur de m'accepter comme expert occidental. J'ai découvert que le pouvoir attache une immense importance à être en phase avec le peuple russe. D'ailleurs, le résultat est là, ça marche pas mal, puisque 86% des Russes aujourd'hui approuvent le président Poutine. Bon, le président Hollande, comme vous savez, ça serait plutôt 15%, donc c'est exactement l'image inversée. 12, ça baisse tout le temps. Et alors, l'idée, c'est que l'autorité de l'État, c'est très important, mais il faut aussi que l'État, en permanence, fasse circuler l'information entre lui, au plus haut niveau, et le citoyen, de telle façon qu'on soit bien sûr que tout ce que fait l'État correspond à ce que souhaitent les citoyens, qu'on travaille bien dans le sens du bien commun et des citoyens, et non pas dans le sens d'intérêts particuliers, d'oligarques notamment, et de bureaucrates. Ce qui fait que Poutine se méfie énormément de sa propre bureaucratie, la bureaucratie de l'État, parce qu'il en connaît les défauts. Elle a des défauts comme toutes les bureaucraties du monde d'ailleurs. Et il se méfie aussi même, ça c'est plus étonnant, de son propre parti politique, où il y a évidemment des oligarques, parfois très puissants, qui ne sont pas toujours non plus d'une honnêteté parfaite, et il est tout à fait réaliste sur ce terrain-là. Et il a donc construit une nouvelle structure. Alors ça, il n'y a pas moyen, alors je peux vous dire, il n'y a pas moyen de faire passer ce que je vais vous dire maintenant dans aucun journal français, et je ne parle pas bien sûr de la télévision, de la radio, il n'y a aucun moyen. Personne ne veut en entendre parler parce que visiblement ça heurte une doctrine sur la Russie que l'on veut imposer à tout le monde ici en France. C'est cette structure donc qui effectivement est assez étonnante, moi qui m'a beaucoup étonné quand on a commencé à m'en parler, qui s'appelle l'ONF. Alors l'ONF, c'est pas l'Office national des forêts, bon, c'est Общероссийский Radini Front. Alors évidemment, en plus, ça tombe mal quand on le traduit en français parce que ça donne le Front National pan-russe. Enfin, on peut aussi dire le Front Populaire pan-russe, Rodina, bon, c'est la patrie, c'est le peuple, c'est la nation. Donc ce Front National pan-russe, qu'est-ce que c'est? C'est une immense association dont le président est aussi Poutine. Mais ce n'est pas un parti politique, c'est-à-dire que le Front National ne présente pas de candidat aux élections en tant que tel. C'est une immense association qui a des ramifications dans toute la société, dans les plus petits villages, dans les ateliers des usines, etc., si vous voulez. Donc c'est un truc qui se développe partout. Et les membres de cette association ont le droit et même le devoir de dénoncer à la présidence tout ce qui ne va pas, c'est-à-dire de dénoncer la corruption éventuelle d'un gouverneur, de dénoncer l'inefficacité d'un maire, de dénoncer une attitude inadmissible de la bureaucratie qui va créer des dommages à tel ou tel citoyen. Donc c'est une espèce d'organisme qui n'est pas judiciaire, c'est pas un tribunal, hein, mais c'est un organisme de dénonciation qui fait remonter les informations de la base vers le sommet. Pourquoi? Parce que cette information de la base vers le sommet, bien sûr, dans un état normal, si je puis dire, elle se fait à travers la bureaucratie. Vous avez les maires qui informent les préfets qui informent le ministre de l'Intérieur, etc. Et tout ça remonte avec toutes les déviations d'informations que vous pouvez imaginer, parce que à chaque étape, chacun cherche à faire valoir sa propre valeur personnelle. Fait qu'un préfet va jamais vous dire que son département est en ruine, parce qu'il essaiera de montrer les bons côtés de son département, parce qu'il est préfet et qu'il veut continuer une carrière. Parce qu'il est humain d'ailleurs, hein, c'est pas, faut pas y voir un crime. C'est des cahiers de doléances. Mais c'est comme ça. Hein? Des cahiers de doléances. Oui, c'est ça, au fond c'est ça. Alors, la bureaucratie donne des informations, mais elles sont évidemment viciées, partiellement. Et le parti politique, c'est pareil, c'est même probablement pire que la bureaucratie. Bon, parce que c'est toujours des oligarchies, les partis politiques. Hein. Les gens cherchent à défendre leurs intérêts, leurs amis, etc. Ils ne défendent pas tellement le bien commun. Si les partis politiques défendaient le bien commun, ça se saurait. D'ailleurs, là aussi, je vous dirais, l'institution en France qui a le plus mauvais score d'approbation, en dehors du président Hollande, ce sont les partis politiques. Il y a à peu près 12-15% de Français qui voient positivement les partis politiques. Très curieux d'ailleurs. Les parlementaires, c'est 40%. 40% les voient positivement. Donc c'est mieux que les partis. Mais la presse, c'est 30% seulement. C'est-à-dire que 70% des Français pensent qu'on leur ment dans la presse, apparemment. Et les institutions qui ont le plus fort taux de soutien de la population française, c'est très intéressant de le savoir, c'est pas du tout des gens élus. Pas du tout. C'est les militaires, c'est l'armée, 90%, la police, 85%, et le système de santé, qui est à égalité avec la police. Donc ça, les gens ont vraiment confiance. Un docteur, un général d'armée, on a confiance. Un député, on a déjà beaucoup moins confiance. Et alors un parti politique, alors là, pas du tout.
Donc c'est des problèmes qu'on connaît aussi dans notre pays, hein, c'est ça que je veux dire. Donc il n'y a pas qu'en Russie, mais en Russie, le président Poutine est très sensible à ça et il ne veut pas que son régime tombe dans ces défauts-là. Bien qu'il sait qu'on ne peut pas tout supprimer, bien entendu. Alors il a créé cette espèce d'organisation, l'ONF, pour que les citoyens puissent contrôler la bonne application de la politique présidentielle par l'oligarchie de l'État et l'oligarchie du parti majoritaire. C'est aussi un organisme anticorruption, c'est-à-dire qu'il a demandé aussi à l'ONF de citer tous les cas de corruption qui peuvent exister, etc. Parce qu'en Russie, c'est un vrai problème, hein, quand même. Et la corruption, elle existe. C'est pas la grande corruption. La grande corruption, à la limite, le président Poutine l'a un peu bridé quand il a remis au pas les oligarques, comme Berezovski, etc. Bon, paix à son âme, il est mort. Mais il y a la petite corruption, c'est-à-dire la corruption qui fait qu'il faut donner un petit billet pour avoir une bonne note à un examen, des choses comme ça. Il faut donner un billet à un flic qui vous arrête à un feu rouge, bon, de façon... C'est des choses qui existent. Et ça, c'est très... L'expérience prouve, c'est eux-mêmes qui me le disent, hein, les Russes. C'est très difficile de combattre ça. C'est un peu le problème que vous avez eu en Italie. Bon, en Italie du Nord, l'Italie du Sud, en Italie du Sud, il y a la mafia. Il ne suffit pas d'édicter des lois contre la mafia pour supprimer la mafia, ça serait trop facile, c'est très difficile. En réalité, je vais vous dire un truc d'ailleurs très politiquement incorrect, il n'y a qu'un seul chef d'État qui a réussi en Italie, à ma connaissance, à supprimer la mafia, c'était Mussolini. Et en 1945, les Américains ont réintroduit la mafia à partir des mafias italiennes américaines pour lutter contre Mussolini à l'aide de la mafia. Alors évidemment, ça n'a pas arrangé les choses. Après, on s'étonne d'avoir eu quelques scandales retentissants dans le Parti démocrate chrétien, notamment d'ailleurs. Il y a au moins un Premier ministre, Andreotti, dont aujourd'hui tout le monde admet qu'il était un des plus grands mafieux de l'Italie, donc c'est quand même dramatique. Alors, ce genre de problème, évidemment, touche aussi la Russie, et Poutine veut lutter contre ça en s'appuyant notamment sur cette organisation-là, l'organisation, le Front National Pan-Russe. Et il dit c'est une façon de faire remonter les préoccupations des citoyens vers la présidence. Et donc, dans ce sens, on peut dire que c'est un instrument de démocratie directe. Les Suisses ont les référendums. Bon, ils réfléchissent actuellement sur la possibilité de faire des référendums au niveau local. Mais on a ce système-là qui est au fond une forme de démocratie directe et qui n'est pas du tout incompatible, bien entendu, avec, si je puis dire, le caractère monarchique du pouvoir, c'est-à-dire le fait que la présidence soit très forte et très puissante. Ce à quoi ils tiennent aussi énormément. Et il y a un grand discours de Poutine dans ce domaine qui a été prononcé il y a quelques mois dans une petite ville à l'est de Moscou qui s'appelle Yoshkar-Ola, République des Maris. Bon, c'est pas très connu. Alors, le troisième terme, important donc dans la philosophie politique de Ilyin, c'est surtout un philosophe politique quand même, c'est le patriotisme, bien sûr. L'amour de la patrie est au centre de sa philosophie politique, et il pense que chaque pays doit trouver sa propre voie. Pour lui, l'Europe de l'Ouest, qui ne connaît pas la Russie, n'a aucune légitimité pour donner des leçons à celle-ci. Et en même temps, il attache beaucoup d'importance, comme tout Russe, je dirais, de tradition finalement, sur le caractère d'empire multinational de la Russie. Il estime qu'il faut respecter les cultures locales, si vous voulez, comme les bourriates, enfin, les différentes ethnies qui existent en Sibérie notamment. Il faut respecter ces cultures locales, mais en même temps, ça ne veut pas dire que toute culture ethnique a le droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Parce qu'il y a aussi le mouvement de l'histoire qui fait que ces ethnies ont été intégrées dans la Russie et font partie de la Russie. Il n'est pas question qu'elles en ressortent. Mais on doit leur donner une part d'autonomie culturelle. Et il s'insurge notamment, par exemple, sur l'indépendance de l'Ukraine. Donc il lui paraît quelque chose d'absolument absurde par rapport aux critères de l'histoire de la Russie. Au fond, le point commun à Berdyaev, Soloviev et Ilyin, outre leur communion dans la religion orthodoxe, tous les trois, c'est la croyance en l'importance de l'âme humaine et de la vie intérieure de chacun. La nationalité ne peut en aucun cas être définie par des critères purement externes, purement juridiques, comme la position d'une carte d'identité. C'est l'attitude intérieure de l'homme qui est déterminante. Et vraiment russe, celui qui possède non pas des papiers russes, mais celui qui est intérieurement sans russe. Il faut les deux. Et de même, la démocratie ne doit pas se définir uniquement par des critères externes formels, le fait qu'il y ait des élections à tel moment, un certain nombre de règles, je dirais, constitutionnelles propres à la démocratie. Et ça, bien sûr, ça compte, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Ce qui compte, c'est la conscience du droit chez les citoyens et la conscience de ce droit dans le pouvoir, qui fait que le pouvoir tient absolument à rester en contact direct avec le bien commun par un échange d'informations permanent avec les citoyens, qui fait qu'il y a une espèce de démocratie de l'information interne qui fonctionne quotidiennement
et qui empêche l'éloignement entre le pouvoir et le citoyen de base. Et donc ces trois auteurs récusent évidemment, en contraste si je puis dire, l'absence d'âme de l'Occident. Ils reprochent à l'Occident d'avoir une vision du droit qui est purement formelle, extérieure, qui n'attache pas d'importance à la psychologie humaine, et qui est une sorte d'absolu que l'on pose au-dessus de la justice et au-dessus des traditions. La volonté de puissance économique et financière ne doit pas écraser l'humanisme, fondé sur la famille et la propriété. L'homme ne doit pas être réduit à un atome abstrait. Il doit être une personne intégrée dans une culture. Le sacré ne doit pas être éliminé au nom de la suprématie de l'arbitraire de l'ego dans le monde relativiste, qui fait régresser l'homme vers la condition animale. Donc là, il y a une divergence effectivement de vue importante sur le rôle des traditions qui viennent de l'histoire et qui doivent être respectées pour que l'homme puisse s'épanouir. Donc on ne doit pas détruire les traditions au nom d'un individualisme illimité en disant tous les choix sont bons, on peut accepter le mariage homosexuel, on peut accepter toutes sortes de choses qui ne sont pas dans les traditions. Ça, la Russie ne l'accepte pas. Mais c'est le citoyen russe qui ne l'accepte pas à la base. Moi je me souviens d'un cours que j'avais fait à l'université de Novgorod, où j'avais fait un cours sur la démocratie directe, sur les procédures suisses de démocratie directe, les référendums si vous voulez. Et le professeur demande qui était à côté de moi, dit aux élèves, maintenant posez des questions à M. Blot. Et les premières questions qui me viennent n'étaient pas sur mon cours, c'était sur le fait qu'on venait d'adopter en France à l'époque le mariage homosexuel. Et tous ces jeunes qui avaient entre 20 et 25 ans me disent mais c'est une honte, comment vous pouvez vivre dans un pays qui est dans une honte pareille, mais c'est horrible, c'est affreux, comment vous supportez ça? Alors je dis écoutez, ensuite il y a eu des grandes manifestations en France dans les rues pour s'y opposer, mais notre système politique est tel qu'une majorité socialiste à l'Assemblée nationale a voté effectivement cette loi. Bon, mais ce qui m'avait frappé, c'était l'indignation des jeunes, et c'était pas du tout un truc politisé, organisé par l'État, etc. C'était vraiment quelque chose de totalement spontané. Alors, je termine par une citation du président Poutine, qui, dans son discours de Valdaï de 2013, a dit les choses suivantes. Alors, c'est une des raisons aussi qui explique peut-être l'acharnement de dirigeants occidentaux à l'égard de la Russie, à l'égard du président Poutine. Il y a déjà le fait qu'on lui reproche d'avoir créé une grande puissance avec la Russie, d'avoir recréé la grande puissance russe. Alors ça, on lui reproche évidemment, parce que les Américains, notamment les Américains, voulaient être la seule puissance. Donc il y a des raisons géopolitiques, effectivement, qui expliquent cette opposition. Mais il y a aussi des raisons morales, je dirais. Poutine a eu le culot, si je puis dire, de dire « Nous pouvons voir comment beaucoup de pays euro-atlantiques sont en train de rejeter leurs racines, dont les valeurs chrétiennes qui constituent la base de la civilisation occidentale. Ils sont en train de renier les principes moraux et leur identité traditionnelle, nationale, culturelle, religieuse et même sexuelle. Ils mettent en place des politiques qui mettent à égalité des familles nombreuses avec des familles homoparentales, qui mettent à égalité la foi en Dieu et la foi en Satan. » Un chef d'État qui dit ça... Cet excès de politiquement correct, dit Poutine, a conduit à ce que des personnes parlent sérieusement d'enregistrer des partis politiques dont l'objectif est de promouvoir la pédophilie. Et là, il visait un parti hollandais qui, entre-temps, d'ailleurs, a été dissous, mais qui allait dans ce sens. Dans beaucoup de pays européens, les gens sont gênés pour parler de leur religion. Les jours de fête sont abolis et appelés différemment. L'essence des vraies fêtes, l'essence traditionnelle, est cachée, comme le fondement moral de ces fêtes. Les gouvernements de ces pays essayent agressivement d'exporter leur modèle à travers le monde. Je suis convaincu, dit Poutine, que cela ouvre un chemin direct à la dégradation, au primitivisme, aboutissant à une profonde crise démographique et morale. Quoi d'autre que la perte de la capacité de se reproduire pourrait être le meilleur témoignage de cette crise morale. Aujourd'hui, presque toutes les nations développées ne sont plus capables d'assurer le renouvellement démographique, même à l'aide de flux migratoires. Nous considérons comme juste et naturel de défendre donc nos valeurs traditionnelles. On doit respecter bien sûr les droits de chaque minorité, être différentes, mais les droits de la majorité ne doivent pas être remis en question. Dans le même temps, nous voyons des tentatives pour lancer ce modèle standardisé d'un monde unipolaire, pour brouiller les institutions de la loi internationale, la souveraineté nationale, car un tel monde unipolaire standardisé n'a pas besoin d'États souverains, il a besoin de vassaux. Historiquement, cela représente un rejet de notre propre identité et un rejet de la diversité mondiale qui a été donnée par Dieu. Merci de votre attention. Le discours de Poutine, s'il vous plaît, que vous venez de lire, est extrait de quel... Comment peut-on le trouver? Alors c'est un discours qui a été prononcé au club de Valdaï
en 2013. On peut le trouver sur Internet, mais alors le problème, c'est que vous le trouverez, à ma connaissance, vous ne le trouverez pas en français, vous le trouverez en anglais. Il n'y a pas de traduction française intégrale, sauf si vous adressez peut-être à l'ambassade. Il se peut qu'il y ait une version en français à l'ambassade. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup pour ce brillant exposé. Alors, puisqu'on parle de Solovyov, il avait déjà insisté un peu le côté mystique que le mal n'est pas un mal à désincarner, mais c'est un mal agissant, une puissance spirituelle. Mais également, il avait parlé, et les Russes étaient très sensibles, à le péril jaune. Et puis, comment ça s'appelle, depuis les 20 dernières années, et pareil, il y a en Organisation pour la coopération, ils ont parlé de 8 millions d'avortements par an. Maintenant, ils sont en train de redresser, c'est-à-dire qu'en 20 ans, la Russie aurait dû être à 350 millions et non pas à 150 comme elle est maintenant. Face à la Chine, avec qui ils ont fait des contrats, où il y a à peu près 40% du territoire qui est cédé, donc la Russie risque d'être balayée. Et c'est ce qu'a parlé un petit peu Solovyov, et par voie de conséquence par la Chine. Et la Chine va se retrouver au bord de... Donc, simplement pour dire que, d'un côté, c'est brillant, mais en même temps, Solovyov, il a prévu un petit peu ça. C'est même pire que ça. Il a prévu, il a dit, on va venir d'ici 100, 150 ans à des hordes sans patrie qui vont décimer les différents pays d'Europe. Donc, voilà un petit peu par rapport à Solovyov, tel que vous l'avez cité, qui était un précurseur. Mais c'est surtout ça que la Russie, maintenant, bon... Elle est un peu plus calme, mais la question, c'est qu'elle est en position de fragilité par rapport à ces 8 millions d'avortements. C'est un organisme russe qui avait dit, qui avait posé ce problème-là. Dans mon livre sur la Russie de Poutine, donc que j'ai publié il y a quelques mois, j'ai mis la courbe des avortements, parce que j'ai pensé comme vous que c'était quelque chose de très 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 sensible. Voilà la courbe des avortements à travers les années. C'est vraiment l'effondrement, hein. C'est-à-dire qu'on avait... là, il met 4 millions d'avortements en 1990 et 1 million en 2011. Donc il y a une diminution très forte. Et il y a une politique familiale extrêmement vigoureuse qui est menée en Russie. Politique financière d'abord. Quand vous avez un enfant, à partir du deuxième enfant, on vous donne 7 000 € à peu près, ce qui est quand même énorme dans le cadre pour le niveau de virus. Et puis il y a une politique de revalorisation morale de la famille, avec un comité dirigé par Mme Medvedev qui remet des médailles, des récompenses aux familles qui se sont révélées fidèles, prolifiques, et ça s'appelle la fête de l'amour, de la fidélité, et c'est une fois par an, donc cette fête qui est déclenchée par l'État, disons, mais qui se fait sous la protection d'une icône, des deux icônes du mariage conjugal, qui sont Piotr et Févronia. Donc ça fait partie de la politique, si vous voulez, active, disons, du gouvernement pour la restauration de la famille. Et la croissance de la population russe a repris depuis 3-4 ans maintenant, lente, mais elle existe. Alors quant à la Chine, c'est vrai on peut être préoccupé par ça, mais il ne faut pas non plus être trop apocalyptique, pour la raison suivante, c'est que vous avez la même situation en Amérique du Nord entre les États-Unis et le Canada. Hein, les États-Unis, 300 millions d'habitants en gros, le Canada, 30 millions. On pourrait imaginer évidemment que les États-Unis se déversent sur le Canada, il n'y a plus de Canada à ce moment-là. Bon, mais ça n'arrive jamais, parce que le Canada est tellement froid que beaucoup d'Américains n'ont pas du tout envie d'aller là-bas. Et là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que la partie de la Sibérie qui se trouve à côté de la Chine, c'est la partie la plus froide. En fait, en hiver notamment, les courbes isothermes, si vous voulez, donc qui déterminent le degré de chaleur et de froideur du climat, ne sont pas nord-sud, elles sont plutôt est-ouest. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous allez vers l'est, plus il fait froid. Et vous arrivez à des températures comme moins 60 dans la région de la Yakoutie, à Verkhoyansk, etc. Quand il fait moins 60, enfin, c'est quand même difficile de vivre. Et il paraît que les Chinois détestent ça. Alors, je ne crois pas qu'il y a une tentative, enfin une volonté, en tout cas, spontanée, en tout cas, des Chinois de vouloir envahir la Sibérie, où il règne ces conditions climatiques. Là, c'est un peu comme le Canada, si vous voulez. C'est un peu comme le Canada. Oui. Il faut dire une chose, c'est que la politique de l'enfant unique en Chine a fait qu'il y a beaucoup de garçons qui sont devenus des jeunes gens. Et il manque sérieusement de filles. Donc ils seront bien obligés
J'en achète. Oui, enfin, je sais qu'il y a beaucoup de Chinois en Algérie dont ils n'ont plus le passeport, donc s'ils veulent se marier, ils épouseront des Algériennes. Mais enfin, on ne sait pas ce que les enfants seront. Oui, enfin, bon, c'est peut-être un peu anecdotique, ça. Non. Vous avez quelque chose, vous, monsieur? Je ne suis pas un spécialiste de la démographie chinoise. Non, enfin, moi non plus, mais on en a parlé, et c'était sûr qu'on allait arriver là. Ils ont un trou de Ils les achètent. en achètent. Et ils les prennent chez eux. Oui. Oui, il me semble. Vous l'avez d'ailleurs dit que les grands aspirateurs de ces trois personnes, c'est quand même Dostoïevski. Oui. Soloviev, c'est évident. Chat, pour Berdiev, il a consacré un temps fou. Pour Eline, je connais plus mal. La question que je vous pose, c'est pas pour revenir sur ce que vous avez dit, qui était passionnant. Pourquoi ces trois personnes, ces trois penseurs, ces trois philosophes, ces trois, je ne sais pas comment les appeler, ont tiré avec leur personnalité des harmonies extrêmement fécondes de Dostoïevski. Et pourquoi nous, en France, à ma connaissance, à part peut-être Camus, nous en sommes totalement incapables? Est-ce un fossé culturel entre la France et la Russie? Parce qu'il y a quand même une suite, on va dire ça. Oui. Moi, je pense qu'il y a une grande différence. Ça m'a beaucoup frappé en allant en Russie, en revenant ici. C'est qu'en Russie, ils ont vraiment rejeté totalement la révolution bolchevique. Mais en France, on n'a pas rejeté totalement la Révolution française, c'est le moins qu'on puisse dire. On continue à défendre les mêmes valeurs. Bon, je dis pas que tout le monde défend la grande terreur de Robespierre, bien sûr, mais ça n'empêche que quand même les valeurs de la Révolution française continuent à être défendues. Et ça se retrouve dans la vie philosophique, ça se retrouve évidemment dans tous ces domaines-là, ce qui n'est pas le cas de la Russie. Je pense que c'est une explication historique en tout cas. Oui, et puis Mais vous peut-être savez qu'un que jour la France aussi rejettera la Révolution française. Et le Notre Père en France aujourd'hui sous la République, c'est Notre Père qui est aux cieux. Alors là, surtout, restez-y. Hein. Bon, c'est Oui. ça. Oui, la laïcité à la française, Bah oui, effectivement. Oui, tout à fait. Non, mais vous voyez, par exemple, quand on a chassé, si je puis dire, les Américains du camp de Rocancourt, où il y avait le grand quartier général des forces de l'OTAN en Europe, c'est De Gaulle qui l'avait fait partir. Moi, je passais en voiture toujours devant. Alors, c'est pour ça qu'il y avait une église. Les Américains avaient construit une église au milieu des casernes. Et la première chose qu'a fait l'État français, c'était de détruire l'église. C'est même pas de la réaffecter, mais de la détruire complètement. Et à l'inverse, moi j'ai assisté à l'inauguration de casernes d'églises orthodoxes dans les casernes russes. Alors j'ai dit, mais c'est quoi? C'est une politique de l'État? C'est non, c'est les soldats qui veulent qu'il y ait une église. Donc voilà. Donc on est dans des contextes évidemment complètement opposés, hein, ça c'est certain. Et là actuellement, il y a quelque chose comme 200 églises, je crois, qui sont restaurées ou reconstruites, construites quand c'est dans les banlieues, reconstruites à Moscou, dans le Grand Moscou. Hein. À peu près 200. Et bon, bah, chez nous, on a plutôt tendance à les supprimer, ou à construire des mosquées. Mais ça, c'est autre Même aux chose. États-Unis, à Chicago, il y en a beaucoup. J'aimerais savoir si ces penseurs rentrent un peu dans l'affinement, la contre-distinction entre pouvoir et autorité. Parce qu'on emploie indistinctement le terme de hiérarchie, d'aristocratie, démocratie, oligarchie. Oui. Et là, on a face à deux principes irréductibles, qui sont l'un, principe ascendant, l'autorité, Oui. et l'autre, le pouvoir qui, à mon sens, ne doit s'exercer que contre l'ennemi. Si on traduit du grec exousia, autorité, ex-ousia, Plotin distinguait l'énergie de l'essence de l'énergie issue de l'essence. Donc, il y a une sorte de principe de procession extérieure qui correspondra au pouvoir, qui donc s'adresserait uniquement face à l'adversité. Et je crois que le rôle de l'État doit se limiter justement à assurer cette sécurité. L'État doit garantir vis-à-vis de toute agression, quelle qu'elle soit, sur le plan de la conscience physique, etc., l'intégrité de cette conscience. Pour ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est sauvegarder cette, je préférais le terme de singularité au terme de diversité, qui respecte justement cette véritable personnalité qui est la mission, la vocation de chacun. Et donc l'autorité correspondrait à cet épanouissement de l'âme, de la véritable identité, tandis que le pouvoir, lui, serait au service. Je ne sais plus, je crois que c'est Philippe de Villiers qui l'avait cité, mais je n'ai jamais trouvé la référence. Oui. Il disait que le rôle de l'autorité, justement, je crois qu'il y a eu un petit, peut-être erreur d'emploi du mot autorité, mais il disait que le rôle de l'État, peut-être, était non pas de promouvoir le bien privé, mais de préserver des maux publics.
Donc là, je crois que ce qui me gêne toujours, c'est cette confusion, toujours pouvoir-autorité. Alors je ne sais pas si en russe, j'imagine qu'il y a deux mots distincts, Oui. sans doute, mais archi, cratie, c'est pas pareil. Donc, moi, en bref, je propose à tout le monde une théarchie démocratique qui, justement, la démocratie correspondrait à la loi immanente qui est cette sorte d'élection de chacun, qui serait justement le correspondant à l'autorité divine, la théarchie. Mot qui est très, alors le mot est très peu souvent employé parce qu'on parle de théocratie. Et ça, effectivement, c'est pas du tout pareil. Donc la théocratie, c'est le pouvoir qui est détenu par une sorte de clergé, alors que non, la théarchie, et en France, à mon avis, il y a eu cette grave déviance qui remonte à Philippe le Bel, où il y a eu une absolutisation du pouvoir royal, qui, normalement, on devrait, à mon avis, à mon sens, au lieu de parler de monarchie de droit divin, parler de monarchie du droit divin. Parce que le monarque n'est que le lieutenant. Mais il est choisi par Dieu. Alors, le sacre, justement, va être une renonciation à la personne privée pour incarner la volonté générale, au sens, entre guillemets. Pardon. Alors, justement, le sacre est véritablement une abnégation de la personne au service de l'utilité la plus large, la plus communautaire. Archi, ça veut dire quoi? Autorité de Dieu? Archi veut dire principe autorité. C'est véritablement arché, c'est le commandement même. On a au commencement de l'évangile de Saint Jean, au commencement, c'est en arché. On est loin du système actuel, on Alors, rebat les oreilles. l'archi, vous savez bien, l'autorité, c'est ogéo, c'est faire grandir, l'étymologie de l'autorité. Donc là, on parle de la laïcité, c'est comme ça. alors justement, pardon, je ne vais pas prendre la parole du tout, mais simplement, je ne vais pas dévier de la sortie. Simplement, je crois qu'on crève en France, en tout cas, de cette supplantation. Et la laïcité, je crois que ça a justement été dit dans la conférence, l'apanage de l'État, en fait, la laïcité serait la religion de l'État, c'est-à-dire limitée à l'État, c'est que l'État doit être neutre, au sens, il ne doit surtout pas s'immiscer dans la conscience et puis les libertés singulières. Hein. Donc, la laïcité serait véritablement la religion de l'État et non pas la religion d'État. En France, on vit dans un régime de laïcité comme religion d'État, c'est-à-dire que la laïcité est imposée tout à chacun. Alors que ça devrait être justement une sorte de respect absolu de ceux qui détiennent les manettes, hein, pour justement que la véritable autorité divine puisse s'épanouir, grandir en chacun. Donc, il faudrait, là c'est sûr, purifier cette notion de laïcité en... D'ailleurs, tout est aujourd'hui en pleine confusion, parce que laïque, c'est normalement le peuple élu. Hein. C'est-à-dire qu'une démocratie ne peut s'exercer que dans un peuple, comme la démocratie grecque, qui est un peuple, entre guillemets, qui, lui, assentit, consent à cette loi commune. Hein. C'est bon, tout ça, je ne vais pas rentrer dans d'autres distinctions. Mais tous ces termes-là sont mélangés, sont brassés, et puis, du coup, bon, on n'en sort pas. Alors, en tout cas, ils sont évoqués dans ces... On pourrait presque... Le mot de sociologue est un peu péjoratif, donc c'est pas ce qui convient, mais c'est une véritable philosophie de la société, et cet effort d'intelligence devrait vraiment être poursuivi. Mais là, encore une fois, il faut des esprits qui sont... Pardon ? Alors là, bon, c'est une compilation, mais j'aime beaucoup, par exemple, comme on le dit, un des premiers sociologues comme Louis Bonald, qui, bien sûr contestable, parce que lui défendait vraiment un monarque très fort, un État monarchique très fort, il défendait l'absolutisme royal, donc ça peut être quand même très discutable, mais ceci dit, il a quand même des visions de la société qui sont très novatrices, comme système de famille, comme quoi le corps social est constitué par l'incorporation par les corps des métiers. Hein. Donc là, il y a toute une véritable sagesse sociale. Bon, aujourd'hui, bon, tout ça a été depuis très longtemps, et comme vous le disiez tout à l'heure, monsieur, on est très loin de cet effort de compréhension de ce qu'est la véritable société. En grec, c'est koinonia, c'est communion. Hein. Donc, l'Église, c'est pareil, elle se disperse complètement faute d'un principe d'identité. Hein. Donc tout ça, c'est un manque aussi d'effort, je ne dis pas intellectuel, mais au moins d'inquisition, de recherche, sachant qu'il y a une aspiration à comprendre, à embrasser, à concilier, à réconcilier. Et ce qui est très appréciable, c'est surtout un Soloviev, c'est un penseur de la synthèse. C'est-à-dire qu'il s'efforce toute sa vie d'embrasser, de chercher, comme saint Thomas d'Aquin, saint Ursus On les a comparés souvent. Oui. Voilà, justement, parce qu'il y a cet effort
d'acteurs communs, c'est-à-dire de compréhension, d'unir tous les maillons de la chaîne. Mais ces penseurs de la synthèse, bon, il y a toujours, c'est malheureusement quelque chose qui manquait pour aboutir, parce qu'il a été un peu quand même désabusé à la fin de sa vie. Hein. Et il faut tenir, je crois, donc, la synthèse qui est la vision englobante, de l'analyse qui, elle, est un père Florinsky, un métaphysiste du concret, qui lui s'attache davantage à l'observation de l'individualité, de la singularité. Bon, tous ces thèmes qui sont pourtant fondamentaux, bon, aujourd'hui, malheureusement, sont plus traités avec sérieux, hein, sauf par des bons professeurs et puis par des bons auteurs. Mais ce qui est très frustrant, c'est de voir le temps perdu, et puis aujourd'hui, oui, la confusion, surtout le sens des mots, tout ça n'a plus de sens. Bon, pardon pour avoir ce bavardage. Merci pour ces précisions. Je vais faire à ce qu'a dit monsieur derrière. Et effectivement, j'ai très peu entendu parler d'Iline. Est-ce qu'il y a eu des traductions en français Pour l'instant, non. Sur lui, Non, il n'y a aucune traduction en français. Il doit être traduit aux éditions des Cirques l'année prochaine, je pense. C'est en cours. De même que sur Soloviev, je crois qu'on ne connaît en langue française qu'une partie très réduite de son... Il y a Monseigneur Roux qui a fait un petit pavé. Soloviev, il y a pas mal de choses. Oui, mais je dis pas qu'il y a tout. L'essentiel est traduit. Oui. Non, pour Berdyaev et Soloviev, il y a beaucoup de textes français quand même. Hein. Mais pour Iline, non. Une question qui est vraiment stupéfiante, c'est que je crois que De l'inégalité a été écrit dès 1917-1918. Oui, très tôt. C'est-à-dire que déjà un an après la Révolution, il a tout capté. Oui, c'est extraordinaire. Et puis en même temps, une perspicacité, c'est prodigieux. Oui. Un an, donc il a mûri quand même depuis longtemps, j'imagine, parce qu'il a accroché ça presque... il a dit qu'il a créé très vite le livre, effectivement. Et pourtant, c'est d'une finesse. Mais vous voyez, un des centres de réflexion du Kremlin avec qui je travaille, dans le bureau du directeur, vous avez deux grands portraits au mur. Vous savez, bon, on aime bien l'icône là-bas aussi. Hein. Vous avez deux grands portraits au mur, un de Berdyaev et un autre d'Iline. Bon, ça a un sens, à mon avis, parce que c'est... Oui. Oui, la Vierge Marie à Fatima, en 1917, au Portugal, a prédit que si la Russie ne se convertissait pas, elle reprendrait ses erreurs, ce qu'elle a fait, avec le communisme, et que tout cela ne cesserait qu'une fois que la Russie serait consacrée par le pape catholique au cœur de Vierge Marie. Ce que Jean-Paul II a fait en 1984. Mais il y avait aussi avec l'ensemble des évêques. Oui, complètement. Alors, bon, on a l'impression que il n'empêche plus chrétienne que il n'empêche que, même si la concentration n'était pas parce qu'elle a été faite pour le monde entier. Le communisme est tombé, pardon. Aussitôt après cette consécration, le communisme est tombé, le mur est tombé, et la Russie se convertit. Voilà. Donc 2017, ce sera le 100e anniversaire des apparitions de Fatima. Et qu'est-ce que vous pensez de ce lien entre ce que la Vierge Marie a prédit? J'en ai entendu parler comme vous, hein, de la même manière. Ce qui est un fait, en tout cas, si on reste uniquement sur le terrain des faits, c'est qu'aujourd'hui, la Russie est redevenue une grande puissance chrétienne. Ça, je crois que c'est quand même difficile à contester. Elle est sûrement pas parfaite, hein, c'est pas ça le problème, mais elle est plutôt un pôle qui va dans cette direction, alors que le monde occidental est très chancelant. Il y a même une espèce de coupure morale et spirituelle entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est qui correspond à l'ancien rideau de fer. C'est assez étrange d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas que la Russie, je veux dire la Pologne quand même se maintient, la Hongrie aussi, et à l'Ouest alors là. Chez nous, à la Pologne, fait partie quand même aussi de l'OTAN. Oui, politiquement, bien sûr. Oui. Alors que la Hongrie, non, la Hongrie se maintient. La Pologne fait partie de l'OTAN, oui, mais bien sûr, parce qu'il y a une tradition d'hostilité entre les Polonais et les Russes. Ça, mais il y a eu quand même, il y a 3-4 ans maintenant, je crois, il y a eu ce traité qui a été signé entre l'Église catholique polonaise et le patriarche russe, disant qu'il fallait arrêter les conflits entre la Pologne et la Russie et qu'il fallait faire converger les forces communes, si je puis dire, contre le sécularisme occidental. Un peu comme avaient fait les évêques allemands avec les évêques polonais après-guerre.
Ah oui, il y a eu ça aussi. Oui. C'est un peu le même genre. Bon, ça ne veut pas dire que la réconciliation est totale, loin de là, bien sûr. Oui, juste la citation que vous avez donnée de Poutine sur Hollande, sur le fait qu'il ne pouvait pas discuter de problèmes importants avec lui parce qu'il n'avait aucun sens. Ah bah ça c'est à la télévision, c'était la conférence de presse donc des deux présidents de la République lors de la première visite de Poutine à Hollande, donc ça doit être 3 mois après l'arrivée de Hollande. C'est à la télévision, hein, mais il y a dû y avoir des comptes rendus écrits. On peut retrouver ça sur Internet sûrement. Oui. Monsieur Beau, je me permets de parler encore une dernière fois. Vous avez sûrement dû suivre le commencer de défilé pour commémorer la victoire sur le nazisme cette année avec le président Poutine. Oui. Alors, une chose qui m'a marqué d'ailleurs, et une chose étonnante, d'ailleurs, vous avez dit dans la personne, je ne sais pas si vous s'en est aperçu, quand le responsable des armées, c'est M. Shoigu, c'est ça? Shoigu. C'est ça. Quand il est arrivé dans l'embrasure, disons, on peut dire, de l'entrée avant d'entrer sur la place rouge, il a retiré son képi et il a fait la signe de croix. Oui, mais je l'ai dit ça. Ah, vous l'avez dit que oui. Oui, oui. C'est la deuxième fois que ça arrive. J'étais parti alors. Ah non, Cécile, oui, bien sûr. Pardonnez-moi alors. Non, mais c'est assez frappant comme phénomène. Oui, effectivement, c'est intéressant d'avoir vu ça. Oui. 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 Une petite remarque. Je trouve que ce qui est très très intéressant, c'est de constater à quel point l'âme de la France et l'âme de la Russie, tout en étant très différentes, sont extrêmement proches. Parce qu'on a l'habitude de dire, par exemple, que la France est le pays de la rationalité. Mais il ne faut pas oublier que la France a été pendant 1000 ans la fille aînée de l'Église. C'est un pays mystique, profondément mystique. Et il ne faut pas oublier non plus que la Révolution française a été une autre mystique. La Révolution a été plus qu'une mystique. Elle a été une messianité et un christianisme inversé. Et n'oublions pas non plus qu'elle a influencé énormément la Russie et que tous les révolutions... Voilà. Donc, l'âme de la Russie et l'âme de la France sont extrêmement proches, ce qui explique d'ailleurs notre attrait pour Tolstoï, pour la culture. Quand vous parlez de Berdaïev, je veux dire, je me sens totalement en accord avec lui en tant que Français. Comme par hasard, il vivait d'ailleurs à Paris. Voilà. Par contre, il y a une différence de qualité d'âme. Ce sont deux pays et deux peuples très différents, ne serait-ce que dans leur étendue, dans une partie également qui est asiatique. Mais tout cela pour dire et pour conclure que je pense que ce n'est pas par hasard aujourd'hui que nous pouvons prendre des leçons de ce que vous venez de dire de Poutine et de l'évolution de la Russie, comme ils en ont pris chez nous. Oui, et que je trouve qu'il y a dans ce rapprochement des âmes françaises et russes quelque chose de tout à fait fascinant. C'est intéressant, mais effectivement, moi une chose qui m'a toujours frappé quand on va en Russie, c'est à quel point ils ont une révérence pour la culture française. Voilà. Ça reste très très et nous enraciné. aussi. Et nous aussi. Dostoïevski aimait Balzac, mais il n'aimait pas les Français. Ah. Il détestait les Français, et à mon avis, pas complètement à tort en plus. Oh, bah il devait leur reprocher l'histoire de la Révolution française, sans Pas doute. complètement à tort. Leur esprit bourgeois, post-balzacien. Il n'y a pas que des bourgeois en France, comme esprit. Comme esprit. Ouais. Bien. Plus d'autres questions? Une dernière question peut-être sur l'essicasme, c'est-à-dire cette garde du cœur chère aux orthodoxes. Aux byzantins. Oui. Là, c'est certainement peut-être ce bien commun au niveau particulier qui doit être la chasse gardée absolue que l'État doit respecter. Et comment transcrire dans l'espace plutôt social, politique, public, ce respect, ce qui est réservé donc à la liturgie et à la piété, à la religion. Comment ce qui, à mon avis, est le propre de l'homme, cette rationalité humaine, cette délibération intérieure. C'est l'homme est un animal raisonnable, c'est-à-dire qu'il délibère, c'est une liberté de conseil.
c'est cette faculté de discernement. Il n'est pas l'homme, lui, puisque c'est à mon sens le péché originel qui a consisté à choisir en son nom, c'est-à-dire sous n'importe quelle impulsion, délibérément faire un acte de volonté propre. Le propre de l'homme qui a été créé, c'est certainement cette délibération, ce conseil trinitaire des puissances de l'âme. Ce que permet justement cette grâce de garde du cœur qui est une sorte de fruit de la liturgie, de la Sainte Liturgie. Et je crois que cette liberté de conscience des francs-maçons, cette liberté de pensée, c'est une déviation de ce qui était originellement la dignité et la propriété de l'homme. Oui. Cette faculté de, comme le rosaire, de concile intérieur. Et c'est ça qui permettrait à un pays, à mon sens, de retrouver son unité, si chacun retrouvait cette faculté de délibération intérieure. Donc ça rejoint votre question sur le cœur immaculé de Marie, qui justement, on revient dans Saint-Luc, et le rosaire, et à Fatima, cette insistance sur la prière du rosaire, Marie conservait toute chose, mettait en rapport, conférait en son cœur. Donc il y aurait peut-être une extension, un prolongement, une sorte de modèle russe à surnaturaliser, en disant en tout cas servir grâce à ce modèle marial. Et le problème, c'est que justement les Russes récusent cette immaculée conception, ce cœur immaculé. Je crois qu'on pourrait en trouver une solution en étant fin sur les termes. Quoiqu'il y a eu un évêque de Moscou 19e qui l'enseignait ex professo dans ses sermons. Et en plus, le fait que si on considère... Pour eux, ce n'est qu'un lieu théologique, ils n'ont pas un dogme. Mais si on considère que justement le cœur de Marie est le lieu où le Saint-Esprit purifie sans cesse, c'est un purgatoire vivant, on peut considérer, puisque si Marie est en même temps conçue dans cette plénitude de la grâce du Saint-Esprit, elle est sans cesse purifiée. Donc il n'y a pas pu avoir d'instant de corruption, puisqu'elle a été instantanément baptisée dans le Saint-Esprit. Mais ça, je crois que ce ne serait pas incompatible avec la théorie orthodoxe, parce que justement, on ne considère pas que Marie a été entachée, mais qu'il y a eu une rédemption quasi concomitante. Bon, bref, en tout cas, c'est montrer que la rationalité de l'homme au niveau connaturel, pas au niveau surnaturel, pourrait trouver une sorte de modèle social dans cette garde du cœur. Et la rationalité, l'indépendance des Français qui cherchent toujours leur libre liberté de penser avec un feu R. Bon bref, en tout cas c'est montré que la liberté des francs-maçons est revendiquée comme véritablement une totale neutralité de la raison. Nous, on devrait, en tant que chrétiens, au moins se retrouver avec les orthodoxes sur une véritable liberté intérieure qui est celle d'une délibération pour l'élection du bien. La vertu, c'est l'élection du bien. Oui, M. l'abbé Bernanos a dit le monde moderne est une conspiration contre la vie intérieure. Absolument. Et c'est vrai, maintenant, il y a de la musique absolument partout. D'où le pouvoir nécessaire pour protéger en tout cas, des pollutions. J'ai une anecdote qui va un peu dans le sens de ce que vous dites. Quand j'ai commencé à aller en Russie, j'étais député européen. Et l'une des premières rencontres que je fais, c'est avec le métropolite de Moscou, qui s'appelait Pitirim, qui avait fait du goulag d'ailleurs, plusieurs années de goulag. Et Monseigneur Pitirim me reçoit, il me dit « Je suis très content de recevoir un occidental, ça m'arrive très rarement, mais je suis vraiment désolé de vous recevoir dans ce lieu, dans ma cathédrale, parce que c'est vraiment pas... c'est pas là où souffle l'esprit en quelque sorte. » Je lui dis « Ah bon, alors... c'est quand même curieux, vous n'allez pas quand même renier votre cathédrale. Non, 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 mais si vous voulez connaître véritablement l'esprit de l'orthodoxie, il faut aller au monastère. Parce que c'est là que se trouve vraiment, avec l'exégèse, etc., les pratiques, vous y verrez vraiment la véritable orthodoxie que vous ne trouverez pas dans cette église, même quelle que soit sa beauté, etc. Donc venez, je vous invite à passer 15 jours avec moi au monastère, et là vous allez voir ce que c'est que l'orthodoxie. Et là-dessus il me dit, en attendant, je voudrais vous demander une petite aide, je voudrais rencontrer des catholiques. Est-ce que c'est possible? Alors je lui dis, bon, j'essaie de vous organiser ça. Oui, oui, mais attention, je ne veux pas voir n'importe quel catholique. Alors je lui dis, comment ça n'importe quel catholique? Il n'y a pas plusieurs églises catholiques. Non, 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 bien sûr, mais oui, enfin, je m'explique. Moi, je ne veux pas tellement rencontrer des catholiques, comme vous dites, je crois, conciliaires, etc. Mais j'ai entendu parler d'un saint homme extraordinaire qui a chez vous, et c'est ces gens-là que je voudrais voir. Je
veux parler de Monseigneur Lefebvre. Alors je dois dire que c'était mes premiers contacts avec la Russie. Je vais voir le métropolite de Moscou qui me dit est-ce que je peux rencontrer Monseigneur Lefebvre. J'étais quand même assez bluffé, quoi. Je ne m'attendais pas à ça. Donc vous voyez, et puis alors la réflexion sur les monastères aussi, très importante, bien sûr. Vous recoupez la conversation qui a été échangée entre justement le nouveau patriarche de Moscou au moment de sa nomination et le pape qui était Benoît XVI, qui l'a rencontré. Oui. Et en disant qu'il fallait vraiment se rapprocher, qu'il ne fallait pas que ce soit le fil de l'eau qui nous sépare, etc. Et le patriarche de Moscou a dit nous rapprocher maintenant, vous êtes tellement protestantisés que ça me semble difficile. Et Benoît XIII, qui était attaché au rite de la tradition, a dit mais en France, nous avons la tradition bien vivante. Ah, alors là, c'est tout à fait autre chose. Je vous donne juste comme exemple que c'est une organiste orthodoxe qui est en France et qui s'appelle Marina Tcheburkina. On peut trouver d'ailleurs ses CD à la FNAC. Elle est officiellement nommée pour la chapelle royale de Versailles et elle est aussi à Notre-Dame de Consolation, lieu où il y a eu l'incendie du bazar de la Charité. Donc il y a un ordre qui est vraiment bien à sa hauteur et elle a la totale liberté du choix des compositions. Alors elle m'avait même dit qu'il y avait quelque chose qui pour nous semblait un peu presque dissonant. Ah mais ça fait partie des vieux Russes. C'était employé ce mot-là. Ah, les vieux Russes. Ah bon, très bien. Voilà. Donc c'est juste pour dire que il y a vraiment... Il y a des recoupements, oui. Oui. Bon, peut-être une dernière et puis on va arrêter. Oui. À propos d'Ili, vous avez... Est-ce qu'il va possible d'acheter lequel? Je vais le dire. La Russie? Oui. Je l'annonce tout de suite. Oui. Donc on va s'arrêter là pour ce soir. Ceux qui seraient intéressés par le livre d'Yvon Blot sur la Russie de Poutine ont l'occasion de se le faire dédicacer. Le livre ne vaut pas très cher. 15 euros. Bien sûr. Deuxième chose, je vous annonce que lundi prochain, on reprendra un peu ce thème-là, mais de manière